qu'on a une culture, nous, françaises, de la punition. Et on pense que c'est normal. Pourquoi est-ce qu'on exclut un enfant de l'école ? Parce qu'il est différent. Des outils comme l'intelligence artificielle, elles posent pas réellement de nouvelles questions. Elles posent d'anciennes questions auxquelles on n'a pas répondu depuis longtemps. Comme Maria Montessori le disait, l'éducation est la plus belle arme de paix. Michel Onfray a cette phrase que j'aime beaucoup, il dit « Tous les enfants sont des philosophes et certains adultes le demeurent ». Nos enfants deviennent comme nous les voyons, nos enfants deviennent comme ils nous voient. Prenons le temps de réfléchir à ce qu'on veut pour demain. Bienvenue sur le podcast Les Adultes de demain. Je m'appelle Stéphanie Desclèbes, je suis entrepreneur et surtout une actrice engagée pour l'enfance. Dans ce podcast, je donne la voix à celles et ceux qui changent le monde grâce à l'éducation. Pour en savoir plus sur mes dernières actualités, rendez-vous sur le compte Insta @lesadultesdedemain ou sur mon compte perso LinkedIn. Pour retrouver un condensé des meilleurs moments du podcast, je vous laisse découvrir le livre « Offrir le meilleur aux enfants » aux éditions Hatier, que j'ai coécrit avec ma mère Sylvie Desclèbes, que vous entendrez beaucoup dans ce podcast. Allez, je laisse place à un nouvel épisode. Il était une fois l'univers des contes et la magie qu'ils insufflent dans la vie des enfants. Myriam Daman, autrice de contes merveilleux publiés chez Glénat Jeunesse, nous partage comment ces histoires ont façonné son parcours. J'étais également curieuse de découvrir le processus d'écriture d'un conte, quels en sont les codes, quels sont les pièges à éviter, et pourquoi est-ce si exigeant d'écrire pour les enfants. Nous avons replongé ensemble dans le monde des contes classiques, ceux qui ont bercé notre enfance tout en explorant la nouvelle vague de création à laquelle Myriam participe. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Myriam. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Je suis ravie qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler des contes, de leur place dans la littérature jeunesse et de leur impact sur la vie des enfants et même un peu des adultes aussi. Tu es autrice de livres pour la jeunesse. J'ai eu la chance de découvrir 2 de tes albums publiés aux éditions Glénat Jeunesse, La magicienne et La fille des 4 vents. On va tenter aujourd'hui de répondre à cette grande problématique. Pourquoi les contes nourrissent-ils tant la vie intérieure des enfants ? Tu as grandi au Maroc où ton père te racontait de nombreuses histoires issues de la tradition orale. En quoi les contes de ton enfance t'influencent-ils encore aujourd'hui dans ta vie d'adulte ? Alors, vaste question. Je pense qu'il y a plusieurs dimensions à ça. La première, c'est peut-être assez simplement parce que les contes véhiculent des imaginaires culturels différents. Et donc, voilà, il y a toute cette dimension-là aussi dans les contes des mille et une nuits. Les créatures fantastiques qu'on rencontre ne sont pas exactement les mêmes. Et je pense que c'est distillé dans certaines de mes histoires. Et puis, il y a cette proximité avec la culture orale. Alors, mon père un peu, et puis en fait, c'était surtout ma grand-mère. Puisque donc moi j'ai grandi au Maroc comme tu le disais, et en fait cette culture orale elle est assez proche de moi temporellement, puisque mon père me racontait que quand lui était enfant ils n'avaient pas du tout de télé, de radio, etc. Et donc il y avait vraiment cette tradition de raconter des histoires le soir, et c'est ma grand-mère qui le faisait. Et ma grand-mère, c'était vraiment une tradition orale, elle était analphabète, et c'était des contes qui étaient transmis comme ça de génération en génération. Et je pense que ce que ça m'a appris, même inconsciemment, c'est que justement les contes appartiennent aux conteurs, qu'il y a une grande liberté aussi justement dans cette tradition orale, là où je pense qu'on se pose peut-être plus de questions en Europe quand on parle de réécriture de contes. Il y a aussi un petit peu cette suspicion de trahison du conte d'origine, de la vraie version. Là où moi, j'ai toujours eu l'impression que la vraie version, c'est celle qu'on raconte au moment où on raconte le conte, et qu'il y a une grande liberté, au contraire, de réinterpréter et de changer ces histoires. Comment ça se passait ? On te racontait ces histoires juste avant le coucher ? Il y avait une ambiance un peu particulière ? Alors, mon père le faisait un petit peu. Et après, j'ai des souvenirs quand j'allais chez ma grand-mère, donc à Tanger, où ma grand-mère racontait l'histoire en arabe, et moi je ne parle pas assez bien arabe, et donc mon père traduisait cette histoire. Donc il y avait une espèce de double conte. Il y avait d'abord ce que disait ma grand-mère, qui était assez mystérieux parce que je grappillais quelques mots mais je n'arrivais pas à tout comprendre, et puis j'avais la deuxième voix de mon père qui se superposait et qui me racontait la traduction de ce qu'elle avait dit. Donc c'était assez chouette comme souvenir. Multiculturel. Quels sont les contes qui t'ont le plus marqué ?
C'est difficile d'en choisir un. Moi, j'ai l'impression que j'ai des obsessions qui viennent et qui vont, mais tous les contes classiques sont assez marquants. Il y en a que je trouve particulièrement intéressants. J'ai beaucoup tournicoté dans mon esprit celui de Barbe Bleue. Il est assez présent dans certains de mes contes. Moi, j'aime bien, en fait, ce qui m'intéresse, c'est d'explorer les différentes facettes d'un conte, c'est d'essayer de creuser certains symboles, certaines images, de me demander un petit peu ce que ça peut cacher, d'avoir des débats aussi avec des amis auteurs ou autrices, et notamment Barbe Bleue, j'avais eu des discussions assez intéressantes là-dessus, puisque j'en avais parlé, et il y a beaucoup de gens qui disaient oui, mais c'est un conte qui punit la curiosité féminine. Elle est curieuse, elle ouvre la porte qu'elle n'aurait pas dû l'ouvrir, et puis elle est punie. Et alors que pour moi, pas du tout, elle est pas du tout punie. Et moi, ce que je voyais dans ce conte, c'est que elle a absolument raison d'aller ouvrir cette porte. Et la morale de l'histoire, c'est quand même qu'elle est quelque part récompensée de cette curiosité, puisqu'elle a vraiment trouvé un problème. Là où on a d'autres contes qui montrent plutôt ou des mythes ou des fables, comme par exemple Mélusine, où l'infraction de la porte secrète qui est ouverte conduit vraiment à une forme de punition. Et pour moi, Barbe Bleue, c'est pas le cas, mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une forme d'ambiguïté dans certaines histoires. Est-ce que c'est ce conte-là qui t'a donné envie d'écrire des contes toi-même ? C'est pas forcément ce conte-là. Je sais pas s'il y a un conte en particulier qui m'a donné envie d'écrire des histoires. Moi, j'ai un attrait de manière générale pour le merveilleux. Et donc les contes, c'est vraiment la marque de fabrique des contes, c'est le merveilleux. Mais j'aime bien aussi lire, par exemple, des romans avec qui vont se passer dans des imaginaires, dans une forme de fantaisie. C'est quelque chose qui va m'attirer. Et donc je pense que c'est ça aussi qui a peut-être été la première graine, ce qui m'a poussée à aller explorer cet univers-là. Alors tu l'as dit, certains contes prennent une importance énorme dans nos vies et sont notamment réédités sans cesse, faisant de leur succès une tendance indémodable. Tu as parlé de Barbe Bleue. Quelle richesse est-ce qu'ils renferment, ces contes dits traditionnels, classiques, et pourquoi peuvent-ils au contraire parfois poser problème ? Alors, c'est compliqué de répondre, parce que je pense que si je connaissais la recette magique, évidemment, tous les éditeurs se l'arracheraient pour savoir comment on écrit quelque chose d'intemporel et qui va plaire de génération en génération. Moi, j'ai l'impression d'y voir peut-être deux choses. La première, c'est des images qui vont être marquantes. Je parlais tout à l'heure de la porte interdite, il y a quelque chose qui saisit les esprits quand on a la pomme empoisonnée, rouge, tendue à Blanche-Neige, quand on a l'ogre dans sa maison, au fond de la forêt sombre. J'ai l'impression qu'il y a ces images qui sont à la fois fortes, originales, effrayantes parfois, qui en tout cas marquent les esprits et font qu'on va se souvenir de cette histoire-là. Et après, peut-être le deuxième levier, c'est ce que ça raconte en creux, et notamment sur toutes les relations familiales, sur des choses qui sont parfois assez dures, parfois assez sombres, quand on pense à Peau d'âne qui commence quand même sur un père qui veut épouser sa fille, donc elle s'échappe de l'emprise de son père. On est tout de suite dans quelque chose qui est assez lourd, assez dur, et je pense que ça fait vraiment partie de ce qui nous fascine et de ce qu'on essaye aussi de transmettre. Le message. Oui, alors après, est-ce que c'est un message ? Mais en tout cas, ça adresse des sujets qui sont des vrais sujets. Et je pense qu'en tant qu'enfant, on le sent. Même si on ne sait pas toujours exactement mettre les mots dessus, même si on ne sait pas exactement quel est le message. Mais je pense que il y a cette dimension-là, ça raconte quelque chose d'important.
Tu t'apprêtes, je le sais, à publier un nouveau livre qui propose de renverser certains stéréotypes de genre, notamment celui de l'héroïne sacrificielle qui endure le pire avec le sourire. Est-ce que les contes sont, selon toi, un peu trop stéréotypés ? Alors, parfois. Les contes ont des personnages qui sont des personnages archétypaux. On a la princesse pure et innocente, la méchante sorcière, l'ogre très violent et dangereux, etc. Pour autant, voilà, ça va aussi avec une forme de stéréotype, je pense. Pour autant, ils ne sont pas si horribles que ça à mes yeux. Il y a quand même beaucoup de contes qui mettent en lumière, en personnage principal, des jeunes filles, ce qui est pas forcément anodin, et même voilà, c'est vraiment pas toujours des accessoires. On parlait de Barbe Bleue par exemple tout à l'heure. L'héroïne, c'est pas Barbe Bleue le héros, c'est la jeune femme, c'est elle qu'on va suivre, c'est avec elle qu'on est en fait. Donc je trouve qu'il y a quand même une dimension qui est assez intéressante. Après effectivement, il y a des choses qui, moi, peuvent parfois un petit peu m'agacer, notamment que la récompense ultime, c'est toujours de se marier, et puis il y a beaucoup cette image effectivement très sacrificielle de l'héroïne qui est gentille et qui endure les pires souffrances sans jamais se plaindre, et puis à la fin elle est récompensée justement parce qu'elle épouse le prince. Et donc le livre que je vais publier en octobre, qui s'appelle Naomi et le gnome des forêts, c'est pas vraiment une réécriture parce que je reprends juste le début puis je m'amuse vraiment très librement avec la suite, mais en tout cas s'inspire, on va dire, très librement d'un conte qui s'appelle Blanche-Neige et Rose Rouge, ou Rose Rouge et Blanche-Neige, je ne sais plus. Mais donc, qui n'est pas Blanche-Neige, la Blanche-Neige qu'on connaît, qui est un conte assez obscur des frères Grimm, qui n'est pas spécialement très connu, mais où il y a vraiment donc ces deux héroïnes qui sont deux sœurs, moi j'en ai mis une seule, et qui rencontrent un gnome dont la longue barbe est coincée dans une souche fendue, puis elle le libère en coupant la barbe, et lui les insulte, il est vraiment odieux, et c'est une série comme ça de rencontres où à chaque fois le gnome est dans une situation pas possible, et puis les gentilles petites filles le sauvent et se font vraiment pas du tout remercier comme elles le doivent, mais voilà, elles restent exactement dans cette logique de on va le sauver. Et puis à la fin, elle se marie avec un prince. Enfin, ça tombe un peu de nulle part. C'est pas le meilleur conte du recueil. Hein, c'est clairement pas celui qui a le plus de succès. Mais moi, ça m'intéressait de reprendre justement cette figure de l'héroïne sacrificielle pour l'interroger, pour se dire, mais en fait, peut-être que parfois il faut savoir dire non. Peut-être que parfois il faut mettre des barrières. Peut-être que parfois il faut pas essayer de sauver tout le monde au détriment de son bien-être. Et puis que la récompense et la salvation ne vient pas toujours d'un prince qui tombera de nulle part. Est-il important, du coup, selon toi, de lire ces grands classiques aux enfants, ou est-ce qu'il faudrait déjà en fait les éveiller sur le fait qu'il y a d'autres issues heureuses possibles ? Qu'est-ce que toi tu penses de ces grands classiques ? Est-ce qu'on les lit ? Est-ce qu'on les lit différemment ? Moi, je pense qu'on les lit, ne serait-ce que parce que c'est un socle de références communes. C'est-à-dire que toutes ces réécritures, et moi dans mon travail, quand je m'empare d'un conte et que j'y fais une référence, c'est justement une référence, et c'est d'autant plus drôle si le lecteur a en tête la version d'origine, peut comprendre le clin d'œil, peut comprendre aussi comment on renverse certaines choses, et ça c'est aussi extrêmement jouissif quand on est autrice, et en particulier pour la jeunesse. Moi j'ai pas spécialement 1 million de références communes avec mes lecteurs et mes lectrices. Voilà, clairement, ils sont dans un univers où j'ai pas toujours les codes, etc. Mais par contre, je sais que les contes de fées, c'est des choses qu'on partage. Et donc, quand je m'amuse à glisser des références, y compris pour faire des traits d'humour ou pour renverser certaines images, je sais qu'ils vont avoir la même référence. Ne serait-ce que pour ça, moi, je trouve que c'est intéressant de lire les contes classiques aux enfants. Et après, tout dépend aussi de comment on les lit. C'est-à-dire que, bien sûr, on peut penser qu'il y a des choses qui posent question aujourd'hui avec le regard qu'on a dans certains contes. Il y a eu beaucoup de débats sur est-ce qu'on peut embrasser une jeune fille endormie.
je ne vais pas parler de contexte actuel, mais clairement, la question du consentement, elle est essentielle. Et je pense que ça ne veut pas dire qu'il faut censurer ces histoires, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les lire. Ça veut dire que peut-être on peut aussi en parler après la lecture, ou avoir une discussion, ou poser la question. Mais moi, je n'ai pas l'impression que la bonne chose, ça serait de les mettre aux oubliettes. Si tu avais 3 grands classiques à recommander comme ça, ce seraient lesquels ? Non, mais je sais pas si je peux en recommander 3. Après, moi, j'aime beaucoup les recueils de contes. Je pense que ce que je recommanderais, au-delà d'avoir des titres en tête particuliers, c'est peut-être aussi de s'ouvrir aux contes des autres cultures. Et donc, avec ce que je disais au début sur des imaginaires qui sont différents, des animaux fantastiques, des créatures magiques et merveilleuses qui ne vont pas être celles qu'on connaît. Et moi, je trouve que c'est super intéressant aussi de transmettre ça. Et donc, bien sûr, il y a les contes Grimm, Perrault, tout ça. Mais je trouve que c'est très intéressant aussi d'aller voir un petit peu quel est l'imaginaire de contes arabes, de contes asiatiques. Et ça peut ouvrir aussi des nouvelles portes dans la tête des enfants. Et tes ouvrages d'ailleurs se nourrissent aussi beaucoup de cette multiculturalité dont tu as bénéficié. À propos de réécriture et justement des stéréotypes dans les grands classiques, j'ai noté qu'il y avait certains auteurs qui réécrivent ces contes pour proposer des discours parfois, par exemple, plus inclusifs, plus féministes. Qu'est-ce que tu en penses ? J'en pense que, un petit peu dans la même lignée que ce que je disais tout à l'heure, que pour moi, il n'y a pas d'interdit. En fait, le conte appartient au conteur. On est dans une réécriture permanente, dans une réinvention permanente. C'est des histoires qui ont voyagé pendant des générations et des générations et des générations avant d'être mises sur papier. Donc évidemment qu'il y a eu plein d'adaptations. Et notamment, on voit très bien quand on lit les frères Grimm qu'ils sont un reflet de leur époque. Et donc, on sent bien que ça a été adapté au goût du jour d'une certaine manière et que c'était certainement pas raconté de cette manière-là 200 ans plus tôt. Donc, moi, je vois pas le souci. Ensuite, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, on est quand même souvent dans quelque chose qui est une référence à, c'est-à-dire que c'est des réécritures féministes, inclusives. Il y a notamment une maison d'édition qui s'appelle Talent Haut, qui est une petite maison d'édition jeunesse indépendante à la ligne très féministe et qui a sorti beaucoup d'ouvrages sur cette ligne-là et qui sont très drôles et qui justement vont être assez impertinents, mais ça prétend pas remplacer ou écraser les autres versions. C'est juste, on propose quelque chose d'autre, on propose un regard, on propose une version de cette histoire parmi plein de versions de cette histoire. Et pour moi, faut pas se sentir menacé par ça. D'ailleurs, on pourrait avoir l'idée de lire les deux, de faire un peu une comparaison auprès des enfants, d'avoir le classique et la réécriture pour créer le débat. La littérature jeunesse regorge de publications. Alors on le voit dans les librairies, on a l'impression que les nouveautés ne s'arrêtent jamais. Comment conseilles-tu de faire sa propre sélection parmi cette multitude de choix, notamment lorsqu'on doit prendre en compte l'âge de l'enfant ? Pour moi, c'est pas très différent des autres littératures. Il y a une production aujourd'hui énorme, immense, que ce soit en littérature jeunesse, que ce soit en littérature adulte, et on se retrouve confronté à une profusion d'ouvrages et les ressorts pour choisir, j'ai l'impression, sont un petit peu les mêmes. C'est-à-dire qu'on peut se tourner du côté des prescripteurs. Donc, il y a des prix littéraires, par exemple. Donc, il y a des ouvrages qui vont être primés en jeunesse. On peut regarder chaque année quels ouvrages ont reçu les Pépites de Montreuil, le prix Vendredi, etc. Il y a des salons du livre qui décernent des prix. Donc, c'est une façon de voir. Il y a tout ce qui va être presse, revue, recommandations, donc dans des critiques positives, etc. Et puis, ce que je recommande le plus, en fait, moi, c'est d'aller en librairie et de parler à ces libraires. Et on a la chance, en France, d'avoir énormément
de librairies et de librairies indépendantes et de librairies parfois spécialisées en littérature jeunesse. Et vraiment, mais vraiment, c'est une grande chance. Moi, c'est un peu mon toc quand je vais en voyage ailleurs. Je veux toujours aller dans des librairies, donc quand je vais en Angleterre ou en Espagne ou en Italie. Et je me rends compte à quel point c'est une exception en France d'en avoir autant et qui ont des lignes aussi, qui ne vont pas avoir toute la même sélection. Donc voilà, moi je pense que le mieux c'est d'aller en librairie, de parler avec son libraire ou sa libraire et puis d'essayer de sortir aussi peut-être de sa zone de confort, d'accepter, de prendre le risque de surprendre les enfants aussi. Ça c'est important. Tu fais partie, toi, de cette communauté d'autrices de la création contemporaine, de la littérature jeunesse et des contes en particulier. Quelle différence tu vois entre la création actuelle en termes de contes par rapport à la création classique ? Alors, c'est difficile déjà d'évaluer ce que c'est la production classique parce qu'elle est passée au tamis du temps, donc forcément ce qui est parvenu jusqu'à nous c'est une fraction et puis c'est comme on disait souvent les ouvrages qui ont réussi à toucher quelque chose d'un peu intemporel, qui ont émergé aussi d'un flot de production à leur époque, hein, donc forcément le combat est inégal. Mais après au-delà de ça, moi j'ai l'impression que de toute façon on écrit en étant dans son époque, et donc aujourd'hui en tout cas moi dans ce que je lis, dans ce que j'essaye de faire, dans ce qui va m'intéresser, ça va être souvent avec en creux des réflexions qui vont être elles aussi ancrées dans leur époque, donc que ce soit sur la place des femmes, les relations et l'égalité femmes-hommes, l'écologie, donc tout ça, je pense, infuse beaucoup dans la littérature de manière générale et dans la production actuelle. Et peut-être qu'une façon dont moi je le perçois, alors encore une fois, je suis vraiment pas chercheuse, hein, donc je n'ai pas, j'ai pas un avis peut-être très informé sur la question, mais voilà, mon avis personnel et non informé sur la question, c'est que j'ai l'impression de le ressentir aussi dans ce qui va être présenté comme justement un peu le merveilleux, notamment dans les contes, ce qui attire, ce qui fait envie, ce qui fait rêver. J'ai l'impression que c'est plus tout à fait la même chose, là où moi je vois plus dans les contes classiques une espèce de rêve qui au fond et une forme de rêve technologique, c'est-à-dire qu'on rêve d'un tapis volant parce que c'est génial de voler jusqu'à l'autre bout du monde en quelques heures, et puis on rêve d'un miroir qui permet de parler à quelqu'un qui se trouve très très loin, on rêve d'une forme d'abondance, de richesse, etc. Et donc, et moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout ça, quelque part, ça fait un peu moins rêver parce que c'est beaucoup plus présent dans nos vies. On a des moyens de se déplacer très vite, très loin. On peut parler par téléphone, là aussi, avec des gens qui sont loin. On est dans une forme de société de l'abondance. Et j'ai l'impression, au contraire, dans les écrits que je lis, d'avoir plutôt un merveilleux qui se tourne vers la nature, vers un retour à une forme de connexion au vivant, aux animaux, aux arbres, à une forme aussi d'apaisement, de mystère qu'on retrouve et peut-être qui fait écho à ce qui nous manque aussi aujourd'hui dans nos sociétés. Donc voilà, moi c'est peut-être juste une impression, mais j'ai l'impression que voilà, c'est le reflet aussi de nos rêves et de nos envies en tant que dans nos sociétés modernes. Et pour aller dans le sens de cette nouvelle atmosphère qui est créée au sein de cette nouvelle création, est-ce que toi, tu aurais un conseil à donner sur la manière de lire les contes aux enfants ? Est-ce qu'il faut prendre un ton particulier ? Est-ce qu'il faut que ce soit un moment particulier de la journée ? Alors, je suis certaine qu'il n'y a pas une seule et unique façon de faire, hein, et que souvent, c'est associé au moment du sommeil. Mais est-ce que toi, par exemple, tu trouves qu'il y a une manière de faire qui est peut-être originale et à laquelle on n'aurait pas pensé ? Je ne sais pas trop s'il y a une manière de lire les contes qui serait particulièrement efficace et originale.
Moi, j'ai l'impression que ce qui est intéressant, c'est la lecture, mais c'est aussi ce qui accompagne la lecture. Je crois beaucoup aux histoires comme support de discussion, de débat. J'écris d'ailleurs pour une revue qui s'appelle Philéa et Autobulle et qui est une revue belge de philosophie pour enfants et qui adopte un petit peu ce principe-là avec des récits autour d'une question, et puis vraiment ils sont construits pour que derrière ça suscite une discussion, un débat, etc. Et l'intérêt justement, c'est de ne pas avoir des histoires qui donnent une réponse toute faite, définitive et absolue. C'est plutôt de montrer, en fait, il y a plusieurs facettes à ce problème. En fait, on peut réfléchir à ça de plein de façons différentes et d'ouvrir plein de portes et derrière, de pouvoir en parler. Et je trouve que les contes font beaucoup ça. Il y a différentes facettes qui sont explorées. C'est pas toujours clair quelle est la morale. C'est pas toujours clair ce qu'on veut dire dans ces histoires. Et donc, je trouve qu'au-delà de la lecture, le fait d'avoir des discussions, de poser des questions à l'enfant, ça peut être super intéressant pour aborder plein de choses. Et ensuite, sur la lecture en elle-même, moi j'ai l'impression que ce qui marche le mieux, au fond, c'est quand l'adulte prend aussi du plaisir. Et c'est ça qui donne le plus envie, à mon avis, à des enfants de s'y intéresser, c'est de voir qu'il y a un enthousiasme, alors qu'il prend la forme qu'il prendra, mais c'est vrai que j'ai vraiment l'impression que c'est ça qui donne envie de lire, en fait. C'est quand on voit un adulte qui s'éclate, en fait, à lire son conte. Et d'ailleurs, moi, je me suis éclatée en lisant ton ouvrage « La fille des 4 vents ». C'est un album qui reprend plusieurs codes du conte. Donc, il y a l'enfant orphelin, il y a le personnage de la méchante pie. Bon, je ne vais pas tous les citer pour pas vous donner toutes les infos avant la lecture. Quels sont, selon toi, les principaux codes à retenir ? Alors, sur celui-ci, et d'ailleurs sur La magicienne dont tu parlais tout à l'heure aussi, l'idée, c'était vraiment de faire des histoires qui soient des histoires nouvelles et inventées, qui ne sont pas du tout une réécriture d'un conte en particulier, mais de faire en sorte qu'elles sonnent comme des contes à l'ancienne. Et donc, on ait presque l'impression de l'avoir déjà entendu quelque part, ou qu'on se dise « Ah, mais ça me dit quelque chose ». Et donc, pour parvenir à ça, il fallait que je reprenne beaucoup de codes du conte pour que ça marche. Donc, on avait dit les personnages assez archétypaux, l'orpheline, le merveilleux, le personnage très ambigu de la magicienne pie, l'interdit qu'on brise, etc. Après, ces codes-là, je ne pense pas qu'il y ait une liste obligatoire à respecter. Et quelque part, il y a aussi des auteurs qui vont faire, par exemple, une réécriture du Petit Chaperon Rouge en changeant tous les codes, où ça va se passer dans un milieu urbain, puis elle est habillée en vert, et puis enfin, donc il y a vraiment, je pense, une grande liberté. C'est plus que dans ce livre-là en particulier, je voulais vraiment avoir cette impression de conte à l'ancienne, et donc c'est un peu dans ce sens-là que j'ai travaillé. Est-ce qu'au contraire, il y a des pièges, selon toi, dans lesquels il ne faut pas tomber lorsque l'on écrit des contes ? Je pense que les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, alors, c'est de se dire que parce que c'est des enfants, on va être dans quelque chose justement de pré-mâché, d'hyper-moralisateur, où on montre bien en surligné 3 fois écrit en rouge que le méchant est puni, que le gentil a triomphé parce qu'il est bon. Et donc, voilà, j'ai l'impression que ce biais-là peut être un peu dommage quand on veut absolument utiliser justement le conte comme une espèce de cheval de Troie de principe d'éducation à asséner un petit peu trop brutalement. Et après, et quelque part, en fait, ça rejoint l'idée que moi, je pense qu'il faut vraiment faire confiance à ses lecteurs, y compris à des lecteurs de 5 ans. Moi, je leur fais assez confiance, en fait. Il y a des choses
La magicienne, par exemple, la fin est assez ambiguë. On a volontairement, avec Clément, le dessinateur, choisi d'être sur une fin qui est une vraie fin malgré tout, mais qui ouvre quand même des portes où on se pose des questions. Et en fait, c'est super chouette. Et les rencontres que je vais faire en classe, justement, les enfants, ça les enthousiasme assez. Ils ont compris plein de trucs. Et ils sont pas du tout en quête d'un accompagnement où on leur tiendrait la main à chaque page pour tout bien expliquer. En fait, c'est pas forcément, je trouve, ça qu'il faut viser. Tu confirmes donc que c'est exigeant d'écrire pour les enfants ? Je confirme. Non, je confirme, c'est un public qui est d'une bienveillance impitoyable. C'est-à-dire que je pense qu'ils sont plutôt ouverts, a priori, en tout cas dans les rencontres, plutôt gentils, etc. Mais par contre, on sent directement si on les perd. Il n'y a pas de filtre aussi. donc parfois, certains retours sont très cash. Mais non, oui, moi je pense que c'est très exigeant quand on veut le faire sincèrement et qu'on ne se dit pas que c'est facile ou que c'est de la sous-littérature ou que c'est quand on veut vraiment sincèrement essayer de transmettre quelque chose à des enfants. Moi je pense que c'est extrêmement exigeant et l'écriture d'un album, c'est pareil, on a l'impression que ça peut être fait en 10 minutes parce que c'est un texte très court, etc. Mais le travail d'écriture et le travail éditorial, pour moi, c'est un peu comme écrire un poème. Justement, on est dans une forme d'économie de mots, mais du coup, on peut se poser presque la question de chaque virgule et de chaque mot. Et le travail, parce que j'en ai pas encore assez parlé, et il faut lui rendre sa juste place, mais le travail d'illustration est incroyable. Et moi, c'est vraiment un de mes moteurs aussi, de travailler avec des illustrateurs et des illustratrices que j'adore, que j'admire, qui sont devenus des amis, et de penser en fait une histoire en ayant en tête un rapport texte-image, de se dire ok, je vais telle scène, je dis ça, mais je sais derrière que je lui ouvre une porte pour qu'il puisse s'éclater à faire telle scène, à imaginer tel paysage. C'est extrêmement intéressant. J'imagine. Je ne l'ai pas dit en introduction, mais tu as un second métier, puisque tu travailles à l'Agence française du développement. Et cela consiste à sensibiliser aux enjeux de la transition écologique notamment. Et on peut voir dans tes ouvrages quand même cet attachement fort à la nature. Comment est-ce que ces enjeux climatiques et ton engagement imprègnent-ils ton écriture ? Alors oui, j'ai deux métiers, puisque l'écriture n'est pas un hobby, c'est aussi un métier. Mais donc oui, je travaille à l'Agence française de développement pour un média digital de sensibilisation qui s'appelle Tilt, qui est adressé aux plus grands. On est plutôt sur du 18-25, donc voire de très grands ados, on va dire. Mais donc voilà, c'est pas du tout adressé aux enfants, c'est plutôt grands ados, jeunes adultes, étudiants, pour leur parler de climat, de biodiversité, d'égalité femmes-hommes, de santé, d'éducation, de plein de choses. Et c'est passionnant. Et après, les liens avec mon écriture. Alors, il y en a un qui est assez évident et direct, c'est que j'ai un de mes livres où j'ai fait de la vulgarisation sur le climat, donc qui est publié chez Glénat, qui s'appelle 10 idées reçues sur le climat, qui est une coécriture avec une collègue et amie qui s'appelle Charlotte Fleur-Christofari. Et donc là, c'est vraiment, on va dire, la jonction des deux univers qui se mélangent. Et sinon après, c'est un petit peu que, comme je le disais, j'écris avec qui je suis, avec ce qui m'intéresse. Et donc forcément, la nature, l'écologie, c'est quelque chose qui moi, occupe une grande partie de mon cerveau. Donc forcément, ça traverse un petit peu mes ouvrages. Ensuite, j'essaye, et j'espère que j'y arrive, à ne pas le faire de manière trop didactique ou moralisatrice, ou voilà, en tout cas dans mes ouvrages de contes adressés à des plus jeunes, on va plutôt être dans une forme d'émerveillement. C'est plutôt ça que j'essaye de transmettre, une forme d'émerveillement face au vivant, face à la nature, une prise de conscience de sa fragilité. Et voilà, et je pense que c'est quelque chose qui est assez
présent déjà dans l'esprit de beaucoup d'enfants. C'est subtil et très beau comment tu le fais. Donc bravo, alors on arrive déjà à la fin de cet échange ensemble et comme tu le sais, le podcast s'appelle Les adultes de demain. Alors j'ai cette question rituelle, qu'est-ce que tu souhaiterais aux enfants d'aujourd'hui, les futurs adultes de demain ? Je leur souhaite de trouver un chemin vers une forme de joie consciente, notamment en lien avec tout ce qu'on disait sur les thématiques liées à l'écologie. Je pense que c'est une ligne de crête qui est un petit peu dure à tenir, mais qui est vraiment très très sincèrement celle que je pense qu'il faut arriver à garder sous ses pieds, où d'un côté on pourrait avoir envie, et en particulier avec des enfants, de les protéger, de leur mettre la main devant les yeux et sur les oreilles pour les protéger d'une forme d'anxiété, et donc les maintenir dans une forme d'ignorance face à des problèmes du monde, etc. De l'autre côté, évidemment, il y a des jeunes qui sont très très anxieux et qui sombrent dans quelque chose d'assez morose et d'assez noir. Et j'ai l'impression que, moi, ce que je leur souhaite et ce que je me souhaite à moi aussi, en fait, quelque part, c'est d'arriver à garder une place dans sa vie pour la joie, pour une joie sincère, pour une forme d'émerveillement aussi de la nature, pour quelque chose de très beau et de très positif, tout en ayant conscience justement de sa fragilité et sans fermer les yeux face aux défis qui nous attendent tous. Tout à fait. Merci beaucoup Myriam. Je rappelle à nos auditeurs que tu es l'autrice de nombreux albums pour les enfants et notamment le dernier qui sort courant octobre et qui s'appelle Naomi et le gnome des forêts, à retrouver dans toutes les librairies. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. J'aimerais prendre le temps de remercier tous ceux qui s'abonnent à la chaîne du podcast, qui laissent des avis et des notes sur Apple Podcast ou Spotify. Ça paraît rien, mais ça fait toute la différence pour faire connaître notre travail qui est complètement indépendant. Pour me retrouver, je vous rappelle que vous pouvez aller sur le compte Instagram des Adultes de Demain ou sur mon compte LinkedIn perso. N'hésitez pas à me partager vos retours sur cet épisode ou sur le podcast en général, ça fait tellement du bien de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.